Ce qui gêne, ce n'est pas l'habitat mobile, ce sont les préjugés immobiles. Alors si on commençait par les faire bouger, eux. Allez-y, monsieur, posez votre question. Moi, on est originaire de Moisson-la-Rivière. On est né en 1943. Et moi, j'ai entendu parler du camp de la Forge. Quand il y a eu un groupe qui a fait des recherches, à Moisson, personne ne parlait de... On était de l'autre côté de la commune, mais quand même, quand on discute avec les gens de maintenant, les gens n'étaient pas au courant ou les anciens ne voulaient pas le savoir. C'est étonnant quand même. C'est quand même toujours très difficile d'arriver à faire entendre cette histoire. Mais je peux vous raconter, quand on a écrit le mémoire avec Émilie Jouan, la jeune étudiante, quand on a commencé à faire des recherches, on n'a pas été les bienvenus. Et je me souviens, on était dans un bar et quelqu'un a dit mais qu'est-ce que vous venez faire? Pourquoi vous venez remuer la merde? Alors bon, nous on s'est dit qu'on venait remuer rien du tout, qu'on voulait faire mémoire de nos familles. Mais ça a été très long. Après, il a fallu mettre en confiance. Je pense aussi que dans ce village-là de Moisson, parce que je me souviens aussi de la toute première commémoration, il y avait eu aussi des règlements de compte entre les gens du village. Je me souviens très bien d'avoir été réveillé le matin très tôt par un colonel de gendarmerie qui s'inquiétait des tracts qui avaient été, ou des affiches qui avaient été posées, qui dénonçaient telle famille comme collabo. Donc on a senti que ça nous dépassait aussi, cette histoire. Et que ça avait été... Alors je comprenais mieux la phrase « Pourquoi vous venez remuer la merde ?» Et là j'ai commencé à me dire « Oulala, mais nous c'est pas du tout ce qu'on recherche. » Voilà, donc moi je suis arrivé plus vite le matin avec 3-4 voyageurs et on a enlevé effectivement ces affiches. Et ces affiches concernaient un ancien maire de Moisson. Donc je sentais bien que... Voilà, alors je me disais, bon, comment va se passer la première commémoration? L'anecdote, je m'en souviendrai très bien, monsieur le maître, le maire avec qui on a pu travailler en collaboration, je me souviendrai toujours qu'à sa dernière commémoration, il m'a apporté les actes de décès des enfants qui étaient décédés dans le camp. Alors qu'avec Émilie, ça faisait déjà 5 ans qu'on les cherchait et qu'on les réclamait. Voilà. Ça en dit long, hein. Et donc voilà. Et aujourd'hui, si on n'est pas là, association, il n'y aurait pas de commémoration. Soyons clairs. Et pourquoi on a fait cette journée ici aujourd'hui avec vous? C'est pour nous aider justement à continuer de faire connaître et puis à appuyer cette commémoration, parce qu'on ne sera pas toujours là, il faut que ça continue. Parce qu'on a fait mettre cette stèle et il faudra que ça continue. C'est important de continuer de faire connaître dans les différentes communes cette histoire. C'est une petite quantité de personnes qui assistent au Ah oui, les Moisonnais, c'est une petite poignée de gens. Il y a un monsieur qui est bien connu, qui tous les ans va en amont rappeler à la mairie cette commémoration. Vous devez le connaître. Il n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est fatigué. C'est Amand Châtelier. Voilà, Amand et le Moisonnais qui, depuis le début avec nous, va frapper à la porte de la mairie pour dire pourquoi dans le bulletin municipal il n'y a pas l'annonce de cette commémoration. Parce qu'elle n'y est pas, hein. Non. Mais lui, il le fait. Alors là, il est fatigué, Amand. Mais lui nous a vraiment aidés avec une petite poignée de gens de Moisson. C'est grâce à Amand que vous avez connu ça. Et une autre famille, oui, parce que Amand, il fédère pas mal de militants paysans. Du fait que vous parlez de Moisson-la-Rivière, je me souviens dans les années 2007, il y avait des musiciens qui venaient se rassembler chez un monsieur qui possédait des hectares de bois, de forêt, là où les gens venaient jouer de la guitare, de l'harpe, enfin tout ce qui était musique des Andes, quoi.
Et justement, là où c'était très, très incroyable, c'est qu'on entendait de la musique zigane. Par exemple, le temps des gitans, vous voyez, toutes ces musiques qui sont des musiques très prégnantes, quoi. Et justement, tout le monde en parlait. Ah, le temps des gitans, génial et tout. Alors, il y avait quelques petites discussions comme ça, mais c'était pas assez ouvert. C'était assez fermé, quoi. Et pourtant, on en parlait, mais c'était chuchoté. En vous écoutant, je me dis, Oui. en vous écoutant, je me dis que peut-être qu'il faudrait qu'il y ait des moisdonnais qui viennent nous rejoindre dans l'association pour faire ce travail-là. Parce que nous, on a essayé de taper aux portes des écoles, parce que moi je pense que par l'école, on devrait pouvoir arriver à faire quelque chose, mais ça n'a jamais accroché, on n'a jamais de retour. On ne sait pas par quel... Alors, je me souviens quand même d'une intervention de Monsieur le Maître, le maire de Moidon, qui me disait que c'était toujours très compliqué de mobiliser les Moidonnais. Si vous avez des idées, nous on est preneurs en tout cas pour associer plus les Moidonnais, ça c'est clair. Je sais qu'il y en a un dans la salle là-bas. En tout cas, Amand, c'est vrai qu'il est un peu fatigué maintenant. Bon, c'est quelqu'un qui prend de l'âge, comme tout le monde. Mais personnellement, je suis nomade et je me suis sédentarisé récemment à Moidon, pas très loin des Forges, comme par hasard. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour je me sédentariserais à l'endroit où j'ai croisé un manouche il y a fort longtemps qui s'appelait Cahouette, Reynard, qui a été enfermé à Moidon-la-Rivière. Il m'avait parlé de cette histoire-là. Et donc, du coup, j'ai rencontré Amand forcément. Et du coup, je me dis que maintenant que je suis sédentaire, je vais pouvoir faire un peu l'interface avec la mairie parce que il me semble que la mairie et les Moidonnais, c'est pas des mauvaises gens. Moi, c'est un patelin dans lequel je me sens plutôt bien. Je trouve que il y a énormément de gens qui sont d'obédience et d'opinion très variées, pas souvent par rapport à ce que je pense, mais par contre qui ont quand même l'intelligence du vivre ensemble. Et je pense que si on a des opinions différentes, ça n'empêche pas de respecter les opinions des autres, de pouvoir en discuter pour chacun pouvoir évoluer. Voilà. Parce que qu'on soit d'un bord ou d'un autre, on a tous à évoluer. Voilà. Et j'ai l'impression qu'à Moidon, il n'y a pas un refus de ça. Par contre, je crois qu'ils ont une espèce de trouille, ou peut-être une espèce de honte. Je ne sais pas, quand on se sent plus ou moins complice par inaction d'une situation qu'on déplore sans avoir osé se dresser contre, voilà, eh bien on peut ressentir une sorte de gêne, de honte, etc. Et je pense que je suis dans une situation qui pourrait me permettre d'aller voir le maire et puis lui dire, bon ben voilà, moi, de toute façon, je suis à la fois un émigré et un immigré. C'est-à-dire que je suis d'origine sédentaire. Mes parents ont toujours été très sédentaires dans un petit patelin dans le pays sous-vosgien, machin. Et moi, depuis que je suis né, j'ai dit quand je serai grand, j'habiterai dans une roulotte avec un cheval. Et donc, je l'ai fait. Donc, je suis un émigré de ma situation de sédentaire. Et j'ai toujours été considéré chez les voyageurs comme un immigré chez eux, quoi. En fait, je suis un manouche d'adoption, quoi. Voilà. Donc j'ai vécu 40 ans en caravane à chevaux. Tout à l'heure, tu m'as donné des idées. Et il y a des autorisations à demander, mais ton idée est bonne. Il faut qu'on invente des choses pour mobiliser les Moidonnais. Le site fantastique des Forges de Moidon, de cette stèle très cachée, je ne sais pas ce qu'on veut dire cachée, sur les républicains espagnols et les familles tziganes, les gens du voyage. Ça m'a
m'a toujours semblé assez étonnant. Mais en même temps, ça résonne aussi avec la façon dont la CGT 44, tant bien que mal, réussit à maintenir tous les ans, sur le site de la Carrière, la célébration des fusillés de Chateaubriand. Hein, et donc, en fait, moi j'ai une question qui s'adresse à l'ancien parlementaire. Quel est le poids de la communauté de communes? Est-ce que ça fait partie de la communauté de communes? Parce qu'on est autour d'une grande commune, Chateaubriand, où règne une certaine forme de baronnie, hein, pour ne pas le dire autrement. Et donc on voit bien que le maire de Chateaubriand, je ne le nommerai pas ici, en tant que président de la communauté de communes, a une force d'impact considérable sur les silences, les mémoires qu'on oublie, la reconstruction de l'histoire. Donc sur le champ spécifique des droits des gens du voyage, quel est le pouvoir, quelles sont les compétences d'une communauté de communes? Parce que je me dis que c'est peut-être là qu'on pourrait faire bouger les choses. De mémoire, c'est la loi NOTRe qui a transféré la compétence en matière de suivi des politiques en direction des gens du voyage, des communes, à l'intercommunalité. Ce qui veut donc dire que c'est l'intercommunalité qui a la charge de s'occuper d'ouvrir des aires d'accueil, de s'occuper d'ouvrir des terrains familiaux et des terrains familiaux locatifs. C'est elle qui a, alors ça c'est autre chose, c'est pas obligatoire, mais c'est elle qui a la possibilité de modifier les plans d'urbanisme et de mettre en place ce qu'on appelle des stécales, c'est-à-dire des zones dans lesquelles il peut y avoir de l'habitat léger qui permet précisément l'installation d'une caravane, d'une maison en dur, de façon à favoriser, pas forcément une sédentarisation, mais au moins un ancrage, un lieu où on peut revenir. Alors, ce qui veut donc dire que c'est la responsabilité de la communauté de communes. Et si j'ai bien compris, pour être déjà venu à plusieurs commémorations, il n'y a pas un engagement très fort de la communauté de communes de Chateaubriand. Et même, on peut même dire qu'il n'y a pas d'engagement du tout. Enfin, on peut dire. Parce qu'il n'y avait pas de représentant. Il y avait un représentant de la commune de Moidon, mais il n'y avait pas de représentant de la commune, de l'intercommunalité, et donc de Chateaubriand ou de l'intercommunalité. Donc il n'y a pas un investissement très fort sur le sujet. Alors, je ne sais pas, enfin, j'ai quelques idées sur le pourquoi. Je sais simplement que toute commune, enfin toute intercommunalité ou toute collectivité a toujours un petit peu de mal à mettre en avant des événements tristes qui se sont déroulés sur son territoire. Mais ça a été, je veux dire, la ville de Nantes a mis en place un musée sur la traite négrière qui n'était pas glorieuse, qui était tout à fait scandaleuse. Donc la ville de Montreuil-Bellay a su se lancer dans la construction de ce qui va être un mémorial à Montreuil-Bellay, et il y a un soutien de l'intercommunalité. Le maire de Saumur, qui est le président de l'intercommunalité, est présent à la commémoration. Donc il y a peut-être à interroger un peu l'intercommunalité en lui disant « mais comment se fait-il qu'il n'y ait jamais personne qui représente l'intercommunalité pour une commémoration qui a lieu sur son territoire ?» Moi je vais répondre, je ne vais pas parler la langue de bois. Comme je suis membre titulaire de la commission départementale au schéma départemental de l'habitat et du logement des gens du voyage, le PCI de Chateaubriand, sur la révision du schéma, a participé à aucune rencontre. Là, avec le vice-président du département, on vient de le ressolliciter, mais on n'a pas de réponse. Voilà. Donc, c'est clair. Au tout début qu'on est arrivé ici, à Moidon, sa seule question qu'il a fait poser par le maire de Moidon, c'était, il avait peur que je vienne avec 300 caravanes à Moidon. Donc je vais expliquer que nous, on ne revenait pas avec nos caravanes sur les lieux de la mort. Donc voilà. Et qu'après, on avait fait une tentative d'approcher l'office du tourisme, puisque vous savez que le musée, il ne dépend pas de la mairie, il dépend de la communauté de communes, donc de Chateaubriand, pour que l'exposition que vous avez là, qu'on a offert l'association à la mairie, elle dort dans la cave du musée et ils la sortent juste quelques heures avant notre commémoration. Une fois qu'on est parti, elle est vite remise à la cave. Donc voilà. Donc moi j'essaye doucement, mais
et j'ai pas beaucoup de moyens à l'association financiers pour dire on aimerait acheter un bâtiment pour qu'on ait un musée qui parle de cette histoire et de l'histoire des républicains espagnols. Et fait, voilà, c'est un peu ça qu'on a envie. Mais les rendez-vous avec le maire de Châteaubriand, président de la communauté de communes, on n'en a pas. Alors si vous savez le latin, vous, donnez-nous une bille, mais en tout cas du côté de Nantes, département et les associations, pour l'instant, non, voilà, c'est non, quoi. C'est quoi le PCI? Le PCI, c'est la communauté de communes. EPCI, en fait, c'est un acronyme donc de établissement public de coopération intercommunale. Ça regroupe tout ce qui va être communauté de communes, communauté d'agglomération, métropole. Donc c'est un terme plus générique, c'est pour ça qu'on a tendance à dire EPCI parce que ça s'applique à. Ok, merci. C'est vrai qu'on sait bien que le racisme, il a un terreau bien riche, bien profond. Mais on sait bien aussi que c'est par l'éducation, la sensibilisation des écoles, dans les écoles par exemple. Puisque comment les gens qui ont le pouvoir ne peuvent pas être sensibilisés à cette histoire-là, à partir du moment où ça passe par l'émotion, on est forcément touché, quoi. Quand je vois ce film, enfin, moi je le connaissais déjà, mais je suis encore bouleversée par le film. Bon sang, bonsoir, comment on ne peut pas être humainement indigné de ce qui s'est passé, pas qu'avec les gens du voyage, on le sait bien, mais là, avec le racisme qu'il y a actuellement, si les gens savaient, souvent, ils ne savent pas, c'est ce qu'on dit, ils ne savent pas. Alors, ma question c'est vrai que ce film-là, est-ce qu'il est visible pour les CM2, par exemple? Parce que c'est vrai qu'un film comme ça... Il est visible, si tu veux le regarder, il est visible à tout le monde, hein, parce que tous les films de non, Tony Redcliffe sont visibles sur YouTube. Ah non, excuse-moi Christophe. L'âge, dans les écoles, organiser la projection d'un film avec des classes et avec une explication. Il y a des enfants dedans, il y a un petit enfant, et ma question c'est, un film, comme vous avez fait là, votre petit court-métrage, il est quand même génial, pourquoi est-ce que des instituteurs, c'est par les instituts souvent que ça passe aussi, hein, les projets, ils peuvent être, enfin, moi je me dis avec ce qu'on a comme support là, artistique, avec ce film Liberté qui existe depuis pas mal d'années, 2009, bon, il devrait passer partout dans les collèges, dans les écoles et tout, puisqu'on sait que c'est par là. Il faut sensibiliser la jeunesse. Si les adultes, ils sont, ça y est, la racine est pourrie, maintenant elle n'est jamais pourrie, il faut toujours y croire. Mais l'école, quoi. L'éducation. Il est considéré comme documentaire. Oui, tout à fait. C'est parti tout public. Hein. Oui. Alors, pour répondre à ça, nous avons demandé à plusieurs reprises rendez-vous avec la directrice, je crois que c'est une directrice actuellement, de l'école, et on est sans retour. Parce qu'une année, j'avais proposé à monsieur le maire, d'associer l'école avec nous et les enfants pour cette commémoration. Oui. Et ben, on est resté sans réponse. Alors, je vais vous dire quelque chose d'autre. C'est que la commémoration, c'est la journée de l'internement et de la déportation. Et cette date-là, elle tombe tout le temps dans les vacances scolaires. Eh ben oui. Et je peux même vous dire que c'est un problème pour l'État, pour trouver un sous-préfet disponible. Oui, je connais bien le problème. Donc, voilà, c'est... Donc moi, je m'interroge, où je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on décale cette date de commémoration pour essayer d'entraîner plus de monde, mais bon, voilà, je ne sais pas si on fait bien. Moi, je crois que c'est très important cette notion-là. Si on veut toucher les enfants, il faut que ce soit dans les deux bornes. Enfin, le vendredi d'avant, nous, on arrive à mobiliser les enfants. Si c'est en plein milieu, c'est mort. Et si c'est à la fin, c'est compliqué, parce qu'ils peuvent être partis le vendredi. Pour beaucoup de gens, en fait, les gens du voyage, c'est pas des Français. Je me souviens, une des premières commissions consultatives à laquelle j'avais participé, tu étais là aussi il y a très longtemps à Nantes. C'est un élu qui nous a dit, mais les gens du voyage, c'est des Français. Alors, de rappeler que ça fait partie de notre histoire. Une date, les premiers tziganes, et ils n'étaient pas très nombreux, hein, qui sont arrivés en France, sont arrivés il y a plus de 600 ans, avec des moments plus ou moins heureux. Au début, ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu un mauvais passage sous Louis XIV, parce que du coup, c'était les Égyptiens qui récoltaient l'argent pour les seigneurs.
Et l'argent ne rentrait pas dans les caisses de l'État. Donc, du coup, on a fait la chasse aux Égyptiens. Bon. Ils sont revenus à la fin du 19e siècle, où là, il y avait des grands mouvements migratoires. Mais quand on parle, par exemple, de l'internement des Tziganes à Moidon-la-Rivière ou à Montreuil-Bellay, ou en France, il y a plusieurs camps, hein, il y en a plusieurs, il y en a une vingtaine. Ce sont des nomades qui ont été internés. Et ces nomades, c'était qui? C'était des Français. Alors, sans parler des Tziganes qui sont là depuis 600 ans, mais les autres, c'était la majorité, c'était des paysans, des artisans. Donc ça fait vraiment partie de notre histoire. Et cette histoire, on ne la connaît pas. Elle n'est pas racontée à l'école. Hein. D'ailleurs, on nous parle des grandes conquêtes ou toutes sortes de choses, etc. Mais on ne parle pas de notre propre histoire. Et c'est là que ça doit commencer, effectivement. Mais je pense que le travail de l'école est hyper important. Hein, ça devrait vraiment faire partie des programmes scolaires. Raconter qui sont les Français. On a des gens qui nous parlent des Gaulois, de ceci, de cela, qui revendiquent d'être des Gaulois, etc. Mais c'est qui? C'est qui les Français? C'est toutes ces populations qui viennent de partout d'ailleurs et qui ont construit la France. Et pour certains, depuis très longtemps. Voilà. Je pense que c'est important de rappeler ça aussi. Que les gens du voyage, c'est notre population, c'est nous. C'est nous les Français. Alors, certains... En plus, il y a eu quand même un événement important à la fin du XIXe siècle. C'est le recensement qui a été fait des nomades, où là on a estimé qu'il y avait 400 000 personnes SDF à l'époque. Sur ces 400 000, 25 000 bohémiens, et c'est-à-dire c'est une petite partie simplement. Et quand on parlait de bohémiens à l'époque, ce n'était pas forcément des tziganes. C'était une famille qui prenait la route, etc. Donc c'est vraiment notre histoire. Donc voilà. Et on a construit en fait des catégories. La catégorie des nomades, là c'est pareil, c'était pas une catégorie ethnique, hein, c'était tous les gens qui étaient itinérants, etc. Et on a figé en fait une population qui est devenue la population des gens du voyage. Les gens du voyage, c'est un terme qui existe depuis les années 70 simplement. On ne parlait pas de gens du voyage avant. On parlait de bohémiens, de romanichels, et encore, je vous dis, quand on parlait de bohémiens, ça pouvait être n'importe qui. Donc c'est vraiment une histoire qui est méconnue et qu'il faut absolument se réapproprier à tous les niveaux. Localement, moi, dans les rivières, il n'y a pas une grosse envie de vouloir populariser, enfin, diffuser cette période. C'est pas une question d'envie, c'est une question que c'est notre histoire. Donc je suis président du comité du souvenir des fusillés, donc à Paris de Nantes, et donc on a des liens assez forts et assez anciens, j'imagine, bien avant que je sois un petit peu dans la responsabilité de l'association. Et en fait, j'ai eu la chance, je vais parler un peu pour Jacqueline aussi, parce que j'ai eu la chance, entre guillemets, de faire un voyage la semaine dernière, samedi dernier, donc à Thouars dans un premier temps. Il y a un centre d'histoire sur la résistance à Thouars, très, très joli centre, très bon travail, etc. Et l'après-midi, on a été à Montreuil-Bellay, dont j'avais entendu parler, mais en fait, j'ai découvert un site et c'était Madame Laura Moreau, guide conférencière, qui nous a présenté Montreuil-Bellay. Et puis bien sûr, j'avais quelques connaissances sur l'ouverture des camps avant 1940. Hein, on le voit dans l'exposition, on le voit dans beaucoup de documents, les camps qui ont continué jusqu'en 1946. Et en fait, je me suis souvenu depuis qu'on avait organisé, mais un petit peu par hasard, parce que je suis aussi au musée de Châteaubriand, en tant qu'administrateur, hein, musée de la Restauration à Châteaubriand, et on a organisé au moins 2 fois de mémoire, alors une fois avec des retraités, une journée où il y avait donc le passage par Moidon, avec Carlos Fernandez, qui est un petit peu, bien sûr, spécialisé en républicain espagnol, et qui bien sûr peut aussi parler, mais c'était un petit peu organisé un peu vite, et on avait été après au musée, et je me souviens aussi d'une classe du collège de la Collinière, je crois, qui a fait ce voyage aussi, une partie, et donc je me dis qu'on pourrait l'organiser de manière plus systématique, et je m'interroge aussi, j'ai un doute, parce qu'on a un musée, moi je pense qu'il faut un lieu de mémoire, hein, c'est certain, c'est ce que j'ai vu à Montreuil, parce que quand même le site est classé à Montreuil-Bellay, j'ai appris que c'était le président Hollande hein, qui avait permis d'avancer sur la fin du quinquennat. Enfin, c'est quand même une histoire, enfin, tout est récent en fait, hein, on avance mais de manière très récente. Et en fait,
donc sans aller trop loin sur le travail qu'on doit mettre en œuvre, mais je pense qu'on doit en plus resserrer notre réseau associatif sur cette question-là, de manière à ce qu'effectivement des informations que vous avez, nous, on puisse les partager, et puis que, effectivement, comme le musée va être agrandi, si on trouve l'argent, mais bon, donc évidemment, c'est l'argent public, on va dire, forcément, il y a une souscription qui a été lancée, eh bien, je pense, parce que je me demande s'il y a une part actuellement de Moidon dans le musée de Chateaubriand, et si ça n'y est pas, mais je crois que non, hein, donc je ne veux pas dire de bêtises, donc je pense qu'il faudrait aussi quand même que les gens qui viennent au musée de Chateaubriand, ils aient un petit bout de l'histoire de Moidon, hein, et donc à la fois des Tigales et puis un peu la République espagnole. Donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à tout ça, mais bien sûr, ce qui est possible à Montreuil, et donc moi j'ai bien compris l'accompagnement fort de la mairie de Montreuil, hein, c'est ce que j'ai bien expliqué comme ça, et puis donc là, je ne savais pas que l'intercommunalité, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on mène, hein, c'est un combat à mener, hein, je pense, pour effectivement amener les élus à prendre leurs responsabilités. Ce qui a été possible à Montreuil, ça doit être possible ici et dans d'autres endroits. Ils ont le projet à Montreuil, effectivement. Ils nous ont informé qu'ils avaient acheté un local où ils vont faire, justement, et ça a besoin d'être connu, parce qu'il n'y a pas de signalisation, et c'est vrai que les gens ne connaissent pas. Donc c'était avec plaisir qu'on a pu les emmener la semaine dernière. Oui, c'est bien. Pour répondre à Christian, en t'écoutant, j'étais en même temps en me disant, alors pour répondre à ta question, au musée, il n'y a qu'une phrase qui parle des indésirables, tu vois, il n'y a qu'une phrase. Je m'en souviens parce que j'ai été avec des jeunes. Alors, on est sollicité, hein, moi je peux vous dire, je suis sollicité par des lycées qui aimeraient venir à Moidon-la-Rivière. Là, les 15 jours précédents, j'ai rencontré un gars qui a écrit un roman qui s'appelle « Danser encore », qui est Charles Aubert, il est de Marseille. Il a écrit un super roman qui est l'histoire d'un boxeur tzigane. Et il est venu parler aux jeunes, 300 jeunes, là, c'était sur un lycée Saint-Félix-la-Salle, là, l'action professionnelle, que des élèves, voilà. Et moi, j'ai senti chez les profs, où j'avais passé le mini-film qu'on a vu là, et j'ai senti les profs qui aimeraient venir sur le site, tu vois. Ça, c'est, j'ai de la demande, et je pense à un autre lycée public là, de Haute-Goulaine ou Basse-Goulaine, j'ai toujours fâché que ces deux communes, qui nous avaient aussi sollicité. Donc ils avaient eu l'expo, ils avaient voilà. Mais le problème, c'est, je pense que si on avait un lieu de mémoire, ben, ça serait bien, on pourrait le faire vivre. Et je pense que des établissements scolaires, ils sont partants. Et en t'écoutant, Christian, je me dis, ben, peut-être qu'il faudrait que ensemble, on interpelle le président de la communauté de communes, ensemble. Parce qu'on aura peut-être plus de force. Puis j'en profite pour dire que ce matin, j'ai découvert dans la presse là, qu'il y a une exposition aussi à Cosmopolis sur l'histoire des républicains espagnols aussi. J'ai vu ça ce matin dans la presse, qui est ce week-end là. J'en profite aussi pour le dire. Montreuil-Bellay, c'est un peu exemplaire parce que c'est une volonté de la mairie et ensuite il y a eu un ensemble de soutiens. C'est-à-dire que d'une part, il y a un soutien de l'État. Et ce sont des fonds, pour l'essentiel des fonds d'État, mais il y a le soutien du conseil départemental, le soutien du conseil régional, le soutien de la sous-préfecture avec des fonds d'État. Et c'est la chargée du projet, c'est aussi la directrice du centre Résistance et Liberté de Thouars. C'est Madame Daudin. Donc il y a une alliance en vue de faire tourner le musée une fois qu'il tournera. Pour l'instant, il y a une petite difficulté qui n'est pas mince, mais enfin il manque un peu d'argent. En clair, il manque 280 000 euros sur un budget initial de 700 000 euros, mais il y a eu des aléas, le bâtiment n'est pas aux normes, et en plus la toiture est abîmée, il faut la réparer, il faut faire des travaux complémentaires. Donc de 700 000, on passe à 1 million d'euros, et c'est ça, ce passage-là qui est un peu difficile. Et ensuite, l'autre remarque que moi je voulais faire, c'est que peut-être avec le soutien du département, et notamment des questions culturelles au département, il y aurait peut-être le moyen de refaire une projection ici, de refaire une exposition, et quelque chose avec un peu plus d'ampleur, et le soutien du département, ce qui pourrait peut-être lancer un peu le mouvement. On a commencé avec le département, parce que tant pis, l'inter-associatif, on a continué de travailler.
sans Chateaubriand, hein, et on se disait aussi que ça serait bon que notre exposition et de l'événementiel culturel se passe aussi sur la métropole nantaise, pour aussi un peu mieux faire connaître, parce que si vous interrogez les Nantais, ils connaissent absolument pas l'histoire. Donc on est un peu en train de réfléchir ça avec Monsieur Alemani, qui nous a un peu, un peu dit des choses. On va voir comment on peut s'y prendre. Et ça, c'est dans les cartons. On va essayer d'avancer. Mais on avance doucement, hein, vous savez. C'est très, 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 très lent. Vu le contexte politique aussi, c'est pas simple. Hein. Parce qu'il y a toujours des barrières qui se mettent sur la route, hein, soyons clairs. Et puis, je voudrais revenir à Montreuil-Bellay quand même, c'est que Montreuil-Bellay, moi je me souviens, et puis Claudine était là, mais quand même, moi aussi, ce qui me paraît très important pour moi, parce que moi je suis un voyageur, je veux aussi impliquer les voyageurs. Et quand même, Montreuil-Bellay, quand j'avais été voir Jacques Sigaud, que je lui avais dit que nous allions venir avec nos caravanes à Montreuil-Bellay, et qu'on avait créé de l'événementiel, vous aviez joué la pièce Gadji, hein, tu te rappelles ? Magnifique. Et magnifique, et qu'on avait organisé un grand rassemblement avec des musiciens, etc. Et c'est comme ça que ça a un peu démarré. Alors bien sûr, j'ai encore fait peur à tout le monde, parce que cette fois-ci, je suis venu avec 200 caravanes. Eh ben oui. Donc, j'avais demandé à Jacques, qui était un copain, je lui avais dit, il faut vraiment que tu me dises, là où nous, on ne veut pas aller, c'est là où il y a eu les décès. On ne veut pas aller sur les lieux des décès. Alors il m'a dit que ça allait être compliqué, et on avait été sur le terrain des Américains, parce que c'était le terrain des munitions. Alors donc, voilà, et donc on avait pu mettre nos caravanes, et puis le chapiteau, hein, magnifique chapiteau. Et là, il y avait eu de l'événementiel, et il y avait même eu plein de choses très, très diverses, avec une sensibilité de population très diverse, quoi. Hein. Et ça avait été très important. Tout à l'heure, vous parliez des catholiques. Ben, effectivement, moi, j'avais été malin. J'avais veillé à ce qu'il y ait une messe pour les défunts de ce terrain. Et c'est l'évêque de Nantes qui était venu. Ah ben là, ça avait fait bouger beaucoup de monde, comme par hasard. Mais je savais dans ma stratégie comment ça marche. Et donc, parce que pour les voyageurs, c'est important ce côté-là. Hein, parce qu'on est un peuple religieux. Donc, il y avait les pasteurs, il y avait les prêtres, et puis il y avait des rabbins qui étaient venus, je me souviens très bien. Et puis, il y avait eu 2 imams aussi qui étaient venus. Et donc voilà, on voulait à tout prix que tout le monde soit là. Et ça avait marché. Et donc ça, voilà, à l'époque. Et après, ça a permis ce qui existe aujourd'hui. On n'est jamais retourné avec les caravanes. Mais n'empêche qu'on avait fait je vais vous dire quelque chose, dans mon histoire de voyageur, on avait fait un passage du deuil. De retourner avec nos campings, nos caravanes, sur les lieux de la mort. Alors que nos vieux nous disaient, faites pas ça, ne faites pas ça. Je me souviens très bien des grands débats, peut-être Bernard, tu t'en es un peu rappelé, mais les vieux nous ont sérieusement tapé sur les doigts en disant, si vous faites ça, ils vont vous y remettre. Tout à l'heure, j'ai été très touché, il y avait un camarade voyageur, là, Tony, qui était là, qui pleurait, mais qui pleurait. Il n'arrivait pas à se remettre du film. Hein. Alors, Dieu sait s'il l'a vu, je ne sais pas combien de fois, le film. Mais je vois bien, dans notre histoire, dans nos cultures, eh ben, on a plein de passages à faire aussi pour rejoindre tout ce qui sont les dispositifs de droit commun. C'est pas si simple que ça pour nous. C'est ça aussi qu'il faut bien comprendre. C'est pas qu'on est dans des contradictions, c'est que parfois on a des passages à faire et qu'il nous faut du temps. Et là, la question de la mémoire, aujourd'hui, on avance. On avance. À la FNASAT, il y a eu un comité, Montreuil-Bellay, enfin, je pense que ça a avancé. Mais au tout début, moi je me souviens, les vieux, avec les respects, chez nous vieux c'est pas négatif, hein, et les vieux nous avaient vraiment interdit. Mais interdit. Quand a été abordé le sujet des élus et de l'ensemble de la population qui ont parfois du mal à savoir de quelle nationalité sont les gens du voyage, j'ai une petite anecdote, c'est que quand j'ai été chercher mon carnet de circulation, quand j'ai fait le pas de partir sur la route, j'ai été chercher mon carnet de circulation à la préfecture de Belfort, et
ils m'ont dit, voilà ton carnet de circulation et sache que ta carte d'identité française, elle ne sera pas renouvelée. Je dis, ah bon? Et je dis, mais là, je l'ai quand même, elle est valable jusqu'à telle date, parce qu'elle était valable, je ne sais plus, 10 ans ou je sais pas quoi. Et ils m'ont dit, ouais, mais une fois qu'elle sera plus valable, on ne va pas la renouveler. Et je dis, alors, qu'est-ce que j'ai? Tu n'as plus que le carnet de circulation, parce que vous êtes français par affiliation. Voilà ce qui m'a été dit. Alors, c'était en je ne sais plus quelle année, mais voilà. Et on m'a dit, les gens du voyage sont français par affiliation. Donc ça, moi, ça m'avait choqué à ce moment-là. On allait faire la guerre, on était... Hein. Et je n'ai pu avoir de carte d'identité que 1 an après l'abrogation des carnets de circulation. Parce qu'après, il fallait tout le temps de la fabriquer, la carte d'identité. Et du coup, pendant 1 an, on a été sans papier. On se disait, tiens, si on se fait arrêter, se contrôler comme souvent, et puis qu'on n'a pas les papiers, voilà, ils vont nous renvoyer à quelle frontière? Voilà, c'est une petite anecdote. Alors peut-être que toutes les préfectures ne racontent pas les mêmes histoires, mais en tout cas, voilà en ce qui me concerne, ce qui m'est arrivé, quoi. Mais sinon, pour remettre une bille dans ton jeu, Christophe, par rapport à Moidon, moi je vais souvent en tant que bénévole à la bibliothèque de Moidon, et je suis cul et chemise un peu avec les gens de la bibliothèque, et donc j'ai déjà présenté des petits diaporamas sur le voyage. J'ai déjà présenté des petits bouts des courts-métrages de films à des enfants. Je leur avais fabriqué un kamishibai que j'avais mis en place avec Unisson de différence, tu sais, c'est un collectif pour les machins. On avait fabriqué avec 5 enfants du voyage et 5 enfants des petits gadgets. On avait fabriqué une histoire. Je l'ai fait en kamishibai et je l'ai présenté à la bibliothèque de Moidon-la-Rivière. Et je pense que je pourrais aussi être un pion, en tout cas volontaire, pour ce type de... Utilise la BD, là, prends toutes les BD que tu veux, je peux même te donner un carton, je te donne un carton de BD, et puis vas-y, parce que les enfants, je vois la BD, ça marche. Oui. Il y a les BD de Chris Mirror, il y a des choses comme ça. Et le roman, là, je vous ai parlé, là, il est super, les lycéens et les jeunes voyageurs, je l'ai distribué, et ils l'ont lu parce que ça parle de la boxe, et ça marche très bien. Et parce qu'il faut aussi que les jeunes voyageurs s'approprient l'histoire. Et donc ça, c'est à faire circuler. C'est très très bien. En plus, il a obtenu ce petit roman le meilleur prix des romans lycéens. Là. Je voulais rajouter ce que j'ai entendu là par rapport à ton histoire de carte d'identité. En fait, c'est aussi une particularité que vivent les voyageurs. C'est cet espace en fait de l'égalité qui est plus ou moins aléatoire. Moi, j'ai le souvenir de gens dans la même situation que toi qui ont voulu demander un carnet de circulation, on leur a refusé parce qu'ils n'étaient pas issus du voyage, tout simplement. J'ai rencontré aussi des voyageurs qui m'ont expliqué qu'ils se sont retrouvés devant des jeunes gendarmes qui ne savaient pas qu'il fallait un visa sur le titre de circulation. Donc voilà, on est dans un autre aspect aussi, le nombre de voyageurs en France. Normalement, du temps des titres de circulation, il y avait un registre qui permettait de savoir finalement qui avait des titres de circulation, etc. On s'est aperçu que le registre n'était pas à jour. En fait, on déclarait une commune de résidence et il y avait un fichier national. Et en fait, les deux ne correspondaient pas. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde fait ce qu'il veut, quoi. Voilà. On est les voyageurs. En fait, on a l'impression que c'est un dispositif. D'ailleurs, dans les débats de la loi, des premières lois en 1912 sur la création du dispositif, l'objet c'était de décourager les gens d'être itinérants, tout simplement. Hein, voilà, on leur met un dispositif qui va tellement les ennuyer qu'on est persuadé qu'au bout d'un moment, ils vont en avoir marre, ils vont arrêter de voyager, ils vont devenir sédentaires, tout simplement. Et on est encore dans cette vision-là, de la part de beaucoup d'élus. Hein, quand on parle, par exemple, de l'habitat, la création des aires d'accueil, etc.,
eh bien, il y a beaucoup d'élus qui disent, de toute façon, les voyageurs, s'il n'y a pas d'aire d'accueil, ils vont être obligés de se sédentariser et ils vont devenir sédentaires. Et c'est pas ça, en fait, l'idée. On le rappelle dans le film, d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, le voyage, c'est pas simplement de voyager, c'est de pouvoir partir à un moment ou à un autre. Hein. Voilà, c'est d'être disponible, en fait. Voilà. Donc ça, c'est encore des représentations qui sont à faire bouger, quoi. Ce que tu disais, Nathalie, c'est vrai que le carnet de circulation... C'est pour savoir où on était, en fait. Voilà, c'était le carnet de contrôle. Ouais. Pour savoir où on était. Oui. Et puis alors pour répondre aussi à Pierrot, quand on était rebelle, un peu ce qui a été mon cas une partie de ma vie, c'est-à-dire que quand j'arrivais au Sainte-Marie-de-la-Mer, à l'époque on arrivait vers les cordons de caravane, des par centaines, et puis que les gendarmes nous demandaient nos papiers, moi j'avais carnet de circulation et carte d'identité. Et je présentais toujours en premier lieu volontairement ma carte d'identité. Et ils me disaient non, je veux pas ce document. Ils me disaient non, je veux ton carnet de circulation. Et je répondais non, je suis français. Voilà ma carte d'identité. Ça m'a valu d'aller à la gendarmerie des Saintes plusieurs fois. Mais c'est pas grave, parce que j'y tenais, quoi. Et tu vois, c'est d'autres actions un peu rebelles qu'on a vécues, mais c'est pour expliquer ça, quoi. Pendant un moment, la carte d'identité n'était pas obligatoire, mais le titre de circulation l'était. Complètement paradoxal. J'habite à Valette et lors de feu du maire cette année, il avait dit qu'il y a 19 terrains illégaux à Valette. Alors, j'ai vite au message Christophe en disant aux voyageurs de ne pas acheter des terrains agricoles et ne pas modifier la nature du sol. Est-ce qu'on peut demander ou exiger de changer des PLU pour qu'ils proposent des terrains pour les voyageurs, pour qu'ils puissent avoir des terrains familiaux, puisqu'il dit qu'il faut qu'ils achètent des terrains viabilisés, mais un terrain de 630 mètres carrés, tu ne peux pas faire quelque chose et stationner des caravanes dessus. L'association, on a activement participé à la révision du PLU-I. Voilà, notre vice-présidente Catherine est allée aux réunions avec les familles. Ils ont senti qu'ils n'étaient pas les bienvenus à cette réunion. Hein. Voilà, mais tant pis. Moi, j'invite les voyageurs à aller à toutes les réunions publiques concernant la révision des PLUI. Parce qu'au moins, ça montre aussi qu'ils sont citoyens comme les autres et qu'ils s'intéressent aussi à l'espace du territoire et qu'eux, ils ont une revendication à faire, c'est qu'ils veulent vivre sur ce territoire avec leur habitat mobile et léger. Donc voilà, donc on a rencontré à plusieurs reprises le maire de Valette. J'ai entendu, hein, il ne fera pas de terrains familiaux. Il l'a dit publiquement, parce qu'il a même répondu au préfet en faisant une petite vidéo quand le préfet lui a refusé le permis de construire par rapport au centre de formation de football là, qui devait se faire, là, de la fédération sur Valette. Et en contrepartie, il répond, je ne ferai pas de terrains familiaux pour les gens du voyage. Je me suis posé les questions, pourquoi, quel était le lien, enfin, bref, bon, voilà. Et effectivement, aujourd'hui, il y a 19 infractions au PLU de Valette concernant les familles. Et ces infractions, elles datent depuis plus de 15 ans. Donc, nous, on avait demandé est-ce qu'il y a une réflexion qui soit menée pour la révision, comme l'a dit tout à l'heure Dominique, dans certains cas, faire du stécal, voilà, et dans d'autres cas, c'est vrai que c'était compliqué d'en faire. J'ai prêché dans le désert, j'ai pas eu de retour dans ce sens-là, quoi. Donc, la révision du PLUI, elle est close, j'ai compris. Toutes les remarques qu'on a faites avec Noémie, je ne sais pas si on a reçu toutes les réponses, mais je crois que c'est que des réponses. C'était groupé en fait. Ouais, voilà. C'était une réponse pour tout et c'était non. C'était non. C'était non sur tout. Je peux répondre un peu. Oui, vas-y. Parce que c'est Noémie qui travaille pour moi tous les PLUI. Et c'est pas drôle, voyez-moi. En fait, à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de contraintes pour les communes et les EPCI sur ces questions-là. C'est-à-dire que d'un côté, dans la loi nationale,
il y a un peu une sorte de grande intention d'intégrer tous les types d'habitats. Et en gros, c'est ça, ça dit les communes doivent intégrer tous les types d'habitats. Mais il n'y a rien de plus précis que ça. Donc après, quand on regarde dans les PLU et les PLUI, en règle générale, la norme, c'est que dans toutes les zones, l'habitat mobile est interdit. Et les seules zones qui font exception, c'est celles qui sont consacrées aux aires d'accueil, mais on sait qu'il n'y en a pas assez, et celles qui permettent de faire des terrains familiaux. Mais la plupart des communes n'en font pas. Donc sur la plupart des communes, il n'y a que l'aire d'accueil où on a le droit d'être légalement en habitat mobile. Et on n'a pas le droit d'y rester plus de 3 mois. Donc ça veut dire que structurellement, les voyageurs ne peuvent pas être dans la loi. Oui, un terrain qu'on a vendu, on a eu le droit de le viabiliser. Donc on a fait tout, hein, en bourg, en plein bourg. On a voulu le vendre, ils nous ont dit on vous mettra des bâtons dans les roues. Si vous le vendez, on veut plus de caravane. On veut plus de caravane. On l'a vendu, mais la mairie l'a racheté pour pas qu'on le... alors qu'on avait des acquéreurs. Hein. On avait d'autres familles qui voulaient le prendre. Et votre terrain aujourd'hui, il a une interdiction d'habitat mobile. Ben, en fait, on a acheté le terrain, il était déjà construit en fait. C'était un garage. C'était quoi une menuiserie? Un hangar et une menuiserie, c'était une menuiserie. Il y avait l'électricité. Oui. Et l'eau, l'électricité. Donc on l'a acheté. Bon, on l'a fait viabiliser, mettre tout à l'égout, tout ça. Ah, par contre, là, il n'y avait pas de problème. Hein. Parce que tu payes pour ça, en fait. Hein. Et du coup, par contre, quand on a voulu le vendre, ils n'ont jamais voulu que c'est quelqu'un d'autre qui le reprenne, parce qu'ils ne voulaient pas de caravane. Oui, c'est ça. Alors, nous, ils nous ont acceptés parce que des années qu'on était là. Il faut bien avoir en tête qu'un terrain peut être constructible, peut être viabilisé, peut avoir l'eau, peut avoir l'électricité, peut avoir une maison dessus. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on a le droit d'y stationner une caravane. Non, ils nous ont dit, mais il y avait l'histoire des 3 mois. Alors après, il fallait le mettre sur parpaing. Et même en fait, l'histoire des 3 mois, c'est quand il n'y a pas d'interdiction dans le PLUI. Donc de toute façon, si le PLUI est interdit, c'est interdit. C'est-à-dire que si on prend Nantes par exemple, mettons demain, j'achète un terrain, comme s'il y avait moyen, mais j'achète un terrain à Nantes, zone urbaine, j'ai le droit d'y mettre une maison, tout ce que je veux. Je n'ai pas le droit d'y mettre une caravane et d'y vivre. Et c'est le cas dans la plupart des communes. Donc quasiment partout. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas la mairie qui décide de faire, enfin la mairie ou la communauté de communes, qui décide de faire des terrains familiaux ou de faire une aire d'accueil, les gens, même s'ils achètent un terrain où ils auraient le droit d'avoir une maison, ils n'ont pas le droit d'avoir leur caravane et d'y vivre en fait. C'est ça, ce qui fait que on pourra trouver en fait plein de cas de gens qui habitent en caravane sur un terrain privé, mais en fait ils sont tolérés. C'est une tolérance, elle me l'a bien dit, ça. la mère... À moins qu'il y ait un stécal qui ait été fait, ou qu'on soit dans les cas assez rares de terrains familiaux locatifs, quelques communes en ont fait quand même, hein. Mais à part dans ces cas-là, en fait les gens sont juste tolérés. Mais ce qui veut dire que le jour où il y a un changement de mairie, bah, si le nouveau maire ne tolère pas, tout s'arrête en fait. Voilà. C'est pour ça que je sais Gérard, hein, j'ai fait exprès violenter un peu les consciences des voyageurs, parce que j'ai trop de cas sur mon bureau où les familles ont acheté des terrains en zone agricole, soyons clairs, et qui sont tous en procédure. Ils ont acheté le terrain en zone agricole bien au-delà du prix de la terre agricole, donc leurs économies, autant dire, poubelle. Et puis après, quand on voit les procédures, eh bien, ils sont condamnés, majoritairement. Et là, on a des familles qui sont à plus de 20 000 € d'amende à payer. Donc aujourd'hui, ils sont amenés à errer et ils sont amenés d'aller en aire d'accueil. Ils sont obligés de saisir le CCAS, quand ça dépend du CCAS, les aides pour se maintenir sur les aires d'accueil. Donc moi, je tire la sonnette d'alarme. Il ne faut plus acheter des terrains en zone agricole. C'est plus possible, parce qu'aujourd'hui, on est dans le collimateur de tous ces messieurs qui ont décidé qu'il n'y aurait pas d'habitat mobile et léger dans leur commune. Et ça, c'est grave, quoi. Parce qu'il y a une pression énorme, et effectivement, un temps, on a réussi.
Je prends l'exemple de la commune de Couëron parce que pour moi c'est le plus bel exemple que j'ai pu travailler depuis la création de la DGVC 44, parce que Jean-Pierre Fougerat et Carole Grelot ont réalisé plus de 22 terrains familiaux à partir d'infractions au PLU, donc des zones agricoles ou zones naturelles, qu'ils ont régularisées, qu'ils ont fait des stécales. Voilà, donc j'espère que sur cette commune, on est un peu mal barré là, et que ça se poursuive, hein, parce qu'il reste encore, parce que justement, il y a eu tout un diagnostic avec la ville et la métropole, avec ses familles. C'est dommage parce que Tony qui est parti, il était concerné, il aurait pu en parler, parce que c'est comme ça que j'ai connu Tony et qu'on a gagné les premiers stécales, hein, avec Jean-Pierre Fougerat. Les stécales, c'est quoi? Alors les stécales, Dominique dit l'abréviation, je sais jamais, moi je suis toujours fâché. Secteur transitoire, enfin, c'est très compliqué. Oui, oui, oui. C'est un endroit où on peut déroger aux règles d'urbanisme classique et on peut dire que là, il y aura de l'habitat léger. Ça peut être de la caravane, ça peut être... les tiny house, c'est quand même c'est un peu autre chose, mais ça peut être des yurts, ça peut être des choses de ce type-là. Des mobilhomes. Mais c'est qu'une partie d'un terrain, c'est pas le terrain entier qui devient autorisé. Oui, c'est ça. Donc c'est une solution qui est pas idéale en fait, c'est un petit peu un bricolage malgré tout. C'est ce qui a été fait jusque-là dans la plupart des cas quand le terrain était déjà appartenait à des voyageurs. Alors que terrains familiaux, le dispositif est plutôt pensé pour être fait par la mairie et être du coup une sorte de logement social en fait, que ce soit locatif mais que ça appartienne à la mairie. Donc les stécales c'est plutôt ce qui est utilisé pour les terrains familiaux privatifs. En fait, on est toujours dans l'idée qu'on va imposer en fait un dispositif pour que les gens du voyage rentrent dans le rang, pour qu'ils arrêtent d'être nomades. On refuse, en fait, il n'y a pas la possibilité de la reconnaissance de l'habitat caravane parce que du coup, voilà, ça voudrait dire qu'il y a une partie de la population. Il y a aussi cette idée que c'est un habitat précaire. Alors, les voyageurs qui ont des caravanes, qui vivent en caravane à l'année, ça n'a rien à voir avec une caravane de camping. C'est pas comment dire, un habitat précaire, c'est un habitat organisé, propre et tout. Hein, c'est pas, voilà. Donc il y a vraiment cette idée qu'il faut que ça disparaisse. Alors qu'en même temps, il faut aussi se souvenir, enfin savoir qu'aujourd'hui il y a plus de camping-cars et de camping-caristes que de voyageurs. Et on crée des aires d'accueil pour les camping-cars, etc. Bon, ce qui n'est pas toujours simple d'ailleurs. Hein. Ce que disait tout à l'heure Noémie, c'est-à-dire que effectivement, il y a des moments de tolérance suivant le maire. Hein. Il y a quand même des gens qui ont des esprits de tolérance, et heureusement. Et puis tout d'un coup, quand il y en a un qui arrive et qui voit ce genre de tolérance, il a fait sauter. Et là, aujourd'hui, je peux dire que sur cette métropole, nous avons plusieurs cas. Là, on a une famille qu'on soutient au bout de bras, on ne sait pas trop quoi faire, mais ça faisait 8 ans qu'ils étaient sur leur terrain, et au bout de 8 ans, on les a fait complètement partir. Et on leur a fait remettre le terrain en état, avec des astreintes considérables. Alors vous voyez ce que ça veut dire. Et moi, les semaines là qui viennent m'inquiètent. Et surtout, c'est des situations où humainement c'est révoltant, mais on n'a aucun texte de loi à invoquer en fait. Les maires sont dans leur droit. Donc il y a des situations comme ça, la seule chose qu'on pouvait leur dire ces derniers mois, c'était espérer que le prochain maire soit tolérant. Et puis si c'est pas un maire tolérant qui a été élu, désolé pour vous. Donc il y a vraiment des choses à faire bouger de ce côté-là. Parce que même le schéma départemental, ce serait super s'il était appliqué, mais c'est un nombre de contraintes. Il n'y a quasiment rien. Alors le schéma il dit à tel endroit faites une aire d'accueil, à tel endroit faites une aire de passage, à tel endroit faites des terrains familiaux. Mais si les communes ne le respectent pas, qu'est-ce qui leur arrivera? Pas grand-chose. Et comme on l'a dit dans la vidéo, il y a le rejet de l'habitat mobile, il y a le rejet des gens qui sont dedans. Parce que, je ne sais pas si on parle de la même mère, mais il y en a une qui a été... c'est celle-là. Elle a été donc réélue. Elle a dit clairement aux voyageurs en question, on ne veut pas de vous ici, quitter la commune, que vont dire les voisins s'ils voient des gens comme vous. Enfin, c'est très clairement les gens, le problème. C'est pas la caravane. Et c'est tellement décomplexé, en fait, c'est extrêmement frustrant de voir que face à des gens qui ont ce type de racisme, on peut rien faire. On est confronté à une situation très, très tordue, parce qu'effectivement, il y a des législations nationales.
il y a les lois Besson, 90-2000, qui imposent la création de terrains d'accueil, qui imposent la création de terrains de grand passage, et qui imposent maintenant les terrains familiaux locatifs, avec un schéma départemental qui dit, voilà, il doit y avoir tant de terrains, il doit y avoir des terrains de grand passage, mais le schéma départemental, il n'y a aucun moyen coercitif pour l'appliquer. C'est-à-dire que c'est au bon vouloir, normalement ça doit se faire. Alors la seule sanction, alors il y a deux sanctions possibles. La préfecture, lorsque ce n'est pas fait, n'applique pas l'expulsion en urgence. Et il faut que le maire aille saisir le tribunal, mais le préfet refuse, lui, d'expulser d'expulser directement. L'autre sanction, c'est évidemment que dans certains cas, le préfet peut saisir l'argent nécessaire à la construction des équipements qui ne sont pas construits dans le budget de la commune. Ça se fait extrêmement rarement parce que c'est extrêmement lourd, et puis le préfet a toujours peur de se mettre en très grande difficulté avec des élus locaux qui côtoient tous les jours. S'il va leur saisir l'argent dans leur budget, évidemment c'est assez difficile. Moi je pense qu'il faudrait qu'il y ait un système de pénalité sur le mode de la loi SRU. La loi SRU, ça veut dire solidarité et renouvellement urbain, et lorsque les logements HLM ne sont pas construits suffisamment, il y a une amende. Et il y a des communes qui payent l'amende. Alors évidemment, on m'objecte, oui, il y en a qui préfèrent payer l'amende que de faire des logements HLM. C'est vrai. Mais au bout d'un moment, ils se lassent et ils en ont assez de payer l'amende, et finalement, on arrive à construire des logements HLM. Mais je pense qu'il faut absolument que l'on avance vers un système de ce type-là. Et de la même façon, il faut qu'on rende compatible, qu'on articule en même temps les documents d'urbanisme, les PLUI et le schéma départemental. Alors, c'est très difficile tout ça, mais c'est nécessaire pour que ça avance. Et ensuite, alors, après, il faudra effectivement penser à la caravane comme logement, ce qui est en soi assez difficile, parce que ça se heurte à la question, je ne veux pas rentrer dans le cas technique, mais ça se heurte à la question des normes de l'habitat décent. L'habitat, il est pensé, c'est un habitat de sédentaire qui est pensé. Donc, un habitat décent, ça veut dire que la chambre doit faire au moins 9 mètres carrés. On n'a jamais ça dans une caravane, évidemment. Ce qui veut donc dire qu'il faut créer une législation spéciale pour les caravanes, avec aussi les normes en matière d'isolation. Donc, on se heurte à quelque chose de très compliqué. Et il n'y a pas grand monde qui a envie de se casser la tête pour une fraction marginale de la population. Donc voilà un peu le résumé rapide d'un combat difficile. Voilà. Mais c'est un sujet qui a tendance à un peu passer sous les radars, quoi. Là, il y a eu les élections municipales, beaucoup de candidats ont présenté des programmes avec plein de mesures, aucune sur les gens du voyage. C'était juste pas un sujet. Après, je pense qu'il commence à émerger un petit peu, enfin j'ai l'impression en tout cas, mais il y a encore très peu de monde qui le porte. Comme justement c'est très méconnu et qu'il y a des communes où il y a eu des précédents de levée de boucliers de la part des riverains quand le maire voulait faire quelque chose sur les terrains familiaux, parfois même bien d'accueil, il y a aussi beaucoup d'élus qui sont frileux, qui eux voudraient bien faire mais qui disent en fait non, ce que je fais c'est un suicide politique, quoi, et qui malheureusement n'ont pas toujours tort. Mais du coup, comme le sujet est méconnu, il y a beaucoup de préjugés, d'amalgames, de mauvaise compréhension, de panique et tout ça. Du coup, personne n'en parle parce que personne ne veut se risquer à y aller dessus et ça fait un cercle vicieux. J'ai juste une petite note d'espoir. L'Assemblée nationale va voter une résolution pour que l'État français reconnaisse le génocide des gens du voyage pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça va venir normalement dans 15 jours, 3 semaines. Et il est possible que ça soit voté. Parce que d'un seul coup, la présidence de la République est pour, semble-t-il. Et donc, il est possible que ce soit voté. Tant que ce n'est pas voté, c'est pas fait. Mais ça peut être voté. Eh bien, ça a été signé par... les 3 premiers signataires sont une députée qui s'appelle Ercilia Soudet, qui est LFI, une autre qui est Sandra Rigol, qui est Les Verts, et puis Olivier Faure, qui est PS. Plus d'autres signataires, dont notamment le président de la commission des lois, qui est Renaissance. Donc c'est un peu transpartisan, ce qui fait que ça peut quand même pousser. Et puis alors l'autre note d'espoir, c'est qu'il faut que les gens du voyage s'inscrivent sur les listes électorales, qu'ils adhèrent à l'association et que le travail politique classique.
Oui, il y a ça aussi, hein, les voyageurs ne votent pas, donc du coup ils sont pas vraiment considérés comme un électorat, quoi. Pas tous, mais massivement quand même. Mais oui, Ercilia Souda, effectivement, c'est à ma connaissance la plus engagée sur cette question, enfin en tout cas la seule députée que je connais qui en a vraiment fait un de ses sujets principaux. Mais bon, bah, voilà, ça en fait une, quoi. Ça veut dire qu'avec ce vote là très important au niveau national, il y aurait moyen de proposer des sensibilisations municipales, enfin dans des, comme je vois, il y a des conférences publiques. Oui, c'est ça. Donc, alors, il y aura une commémoration, c'est pas encore fait, il y aura une commémoration nationale, ce qui veut donc dire que chaque année, ça sera célébré, ça sera commémoré, c'est pas une célébration parce que c'est pas des événements très gais. La difficulté, c'est que la date qui va être retenue, c'est celle du 2 août. Et le 2 août, alors là, on est c'est encore plus des vacances, mais ça a un sens, parce que c'est la date qui est retenue par l'Union européenne, et c'est la date d'un grand massacre. C'est la date du massacre des blocs des familles à Auschwitz. À Auschwitz, les gens du voyage ont été rassemblés dans un bloc des familles, et à un moment donné, le 2 août 1944, les nazis avaient besoin de place parce qu'ils faisaient réintégrer d'autres déportés qui n'étaient pas du voyage, et ils ont massacré entre 3000 et 4000 personnes dans une seule nuit, essentiellement des femmes et des enfants, parce que les hommes étaient déjà partis pour aller travailler dans les usines d'armement allemandes. Et ce jour de massacre qui sortait véritablement de l'ordinaire, bien que l'horreur soit quotidienne dans cette période-là, ce jour a été retenu par l'Europe, et donc la date qui va être retenue en France, c'est celle du 2 août. Aussi compliqué que ça soit. La rafle du Veldiv aussi, c'est en mois de juillet. Oui, la rafle du Veldiv, elle est en mois de juillet. Alors, il y a une commémoration de la rafle du Veldiv, et là, ça serait le 2 août, parce que toute l'Europe célèbre, et la France est un dernier pays à ne pas avoir de date de célébration du génocide. J'espère que ce que tu dis, Dominique, c'est une vraie espérance, mais il y avait déjà eu des tentatives. Je me souviens aussi, moi, quand j'étais à la commission, Marie-Georges Buffet avait déjà porté aussi cette question de la reconnaissance. Il y avait une tentative en 2008 au Sénat, à partir du Sénat. Ouais. Elle était venue à Montreuil-Bellay, c'est comme ça, elle était venue à Montreuil-Bellay, je me souviens, nous soutenir. Alors après, on avait été catalogués de tous les noms, mais c'est pas grave, mais elle était venue dire qu'elle allait porter ce dossier. Alors, entre-temps, ça a un peu avancé, Hollande est venu aussi à Montreuil-Bellay. C'est ça. On voit que là, dans le débat, on est passé de la mémoire à la question du séjour. Donc, c'est une double peine, voire une triple peine avec la reconnaissance symbolique et culturelle. Donc, enfin, c'est terrible, quoi. Mais sur le plan du séjour, et notamment sur... donc, il y a une loi, il y a un schéma départemental, et il y a ce que vous expliquez très bien, mademoiselle, c'est-à-dire le bon vouloir des petits barons locaux élus lors des élections dites locales, quelle que soit leur couleur politique. Ma question est de savoir, sur la question de la mémoire, donc l'intercommunalité a une place, ça, merci de l'avoir rappelé, je pense qu'il y a quelque chose à faire là, mais sur la question du séjour, pour des STECAL ou des PLUI, je voulais savoir s'il n'y avait pas des cas de jurisprudence, et si les camarades, par exemple, du syndicat des avocats de France, sur le 44 comme au niveau national, ne pouvaient pas aider à ça, c'est-à-dire appuyer sur des cas de jurisprudence où le préfet fait injonction. Alors bien sûr, Dominique Rimbaud, vous avez très bien expliqué comment c'est subtil, délicat, mais c'est aussi appliquer la loi. Après, les aires d'accueil, ça fait quand même assez longtemps que la loi dit qu'il faut en faire, et donc même des communes assez récalcitrantes ont fini parfois par en faire, pas toutes. Honnêtement, il ne faut pas compter sur le préfet qui impose. Il y a des choses, il y a des droits comme ça que le préfet a, c'est un peu comme la réquisition des logements, quoi. Il a le droit, mais c'est jamais fait. Moi, j'ai connu une seule fois un préfet, mais s'il lui a valu sa place après, soyons clairs, un préfet à Montpellier qui avait réquisitionné un terrain sur les histoires de problèmes de grand passage, où là il y a 300, 500 caravanes, et il avait, comme il n'avait aucune solution, il avait réquisitionné un terrain. Un an après, il est parti. Voilà. Et à chaque fois que j'ai vu un préfet, moi en Loire-Atlantique, trop proche de nous, peu de temps après j'apprenais son départ, il m'invitait à son pot de départ. Ça en dit long, tu te rappelles ? Et donc il faut faire attention parce que, comme tu dis, les barons locaux,
ils ont beaucoup de pouvoir. Il y a des contraintes légales effectivement sur la question des aires d'accueil, et encore, hein, comme je disais, bon, c'est léger. Mais nous, le sujet qu'on porte principalement en termes d'habitat, c'est vraiment les terrains familiaux, parce que la plupart des familles qu'on rencontre, c'est ça qu'elles demandent, c'est ça qu'elles veulent. Il y en a beaucoup en fait qui vivent sur des aires d'accueil, mais qui voudraient avoir des terrains familiaux. Et l'aire d'accueil, c'est censé être un endroit où on reste temporairement. Et ça perd complètement de son sens quand une bonne partie des occupants ils restent à l'année et qu'il n'y a plus de place pour réellement pour la quitter, que ceux qui y sont se disent si je la quitte, vu qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde, je ne pourrais pas y revenir. Enfin là, c'est pas ça qu'on demande en priorité. Si des communes qui n'ont pas l'air d'accueil disent ok, on va en faire une, bah très bien, nous on sera contents un petit peu quand même, mais ce qu'on voudrait vraiment là, c'est que dans ce mandat, il y ait des terrains familiaux qui soient faits, quoi. Et il faut les trois, parce que aire d'accueil, terrains familiaux et terrains de grand passage. Et quand je dis ça, ça touche les terrains de grand passage, pas que les terrains de grand passage liés au culte, hein, parce qu'aujourd'hui c'est quand même ça, les terrains de grand passage, c'est les missions évangéliques et les autres. Et puis, moi je défends un autre aspect des terrains de grand passage, c'est le stationnement pour raison santé. Parce que quand il y a un malade, dans notre région, on a beaucoup de passages. Et donc il faut à tout prix qu'on ait un dispositif d'accueil pour des raisons santé. Et ce n'est pas le cas actuellement. Donc là, le schéma, il pêche un peu. On a rencontré le préfet, là, l'association. On a insisté lourdement là-dessus, hein, parce que ça fait quand même 3 schémas qu'on a votés où c'est bien marqué, mais aucune proposition de fait, là. Parce que ça touche à la mort, ça touche à l'accompagnement, ça touche au rassemblement autour du deuil. Enfin voilà, c'est plusieurs jours. Donc effectivement, moi j'entends des maires me dire bah, nous on ne connaît pas tout ça. Et je me souviens du maire de Trignac, avec qui j'ai un très bon rapport. Quand je lui explique les coutumes et les traditions, il comprend maintenant de quel dispositif on parle. Mais il m'a dit avant, je n'avais jamais compris. Parce qu'il me disait le terrain de grand passage de Trignac, lui, il me disait je pensais que c'était le terrain de la halte pour aller vers la Sainte-Marie-de-la-Mer. Ben, je dis non, mon gars, parce que les Sainte-Marie-de-la-Mer, ça a lieu au mois de mai, ça n'a pas lieu en juillet et en août. Alors que le terrain de Trignac, en août, il est rempli de plus de 700 caravanes. On a besoin aussi d'expliquer et de faire de la pédagogie. C'est pour moi très important. Il y a des élus de bonne volonté qui sont à notre écoute, et des députés ou des conseillers départementaux qui ont besoin de comprendre et qui ont besoin aussi de venir avec nous sur le terrain. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Moi, je dis toujours à un maire, viens avec moi, je t'emmène, on ne va pas te manger. C'est important. J'ai fait exprès, là, pendant cette campagne électorale, de dire, est-ce que des militants, quel que soit leur parti, hein, est-ce que vous avez été tractés sur les aires d'accueil de votre commune ? Là, c'est la grosse question, là, ça met un petit malaise, là, voilà. Mais je sais que ça s'est fait, voilà, on l'a répété aussi au schéma, on veut être considérés comme des citoyens français et pas des citoyens à part. Donc, et tout à l'heure, Dominique, tu as raison de dire ça, de s'inscrire sur les listes électorales. À l'association, on le fait. Après, c'est pas évident pour un voyageur d'aller voter, parce que il n'y a pas forcément la culture et l'histoire des partis politiques. Ça, c'est un souci à l'association aussi, c'est de faire connaître toute cette histoire. Quand tu es itinérant, parce que là, vous êtes sédentaire, mais quand tu es itinérant, aller voter, ça va pas de soi. Tu vois, il y a des voyageurs, sincèrement, aujourd'hui, comme beaucoup de citoyens, font pas confiance aux politiques, parce qu'ils disent, bon, de toute façon, c'est tous les mêmes, hein, ils nous virent tous, donc voilà. Donc les voyageurs, ils y aillent voter, mais quand même, voter pour qui ? Parce que, tu sais, j'ai trop d'expérience qui votent pas. J'ai mené de la bataille avec ma présidente nationale et, tu sais, on s'est fait mal sur les doigts, hein, parce que le vote, il n'était pas le bon vote, quoi. Hein. Et je parle du vote extrême droite. Voilà, je ne vais pas le cacher. Je ne vais pas le cacher. Et c'est pas dans l'intérêt des voyageurs. Aujourd'hui, quand tu as des voyageurs qui s'affichent sur Facebook RN, moi, je les ai là, quoi. D'accord ? Mais c'est parce que aussi, je ne leur en veux pas, parce que je discute avec eux. Hein. Vous savez quand même que sur la commune de Trignac, il y a une année, il y a une équipe du Front National qui est passée, et à ma grande surprise, 3 conseillers municipaux voyageurs que je connaissais bien. Donc je suis allé discuter avec eux. Hein.
Bon, tant mieux, il y en a 2 en cours de route qui ont démissionné. Mais il y en a une qui est restée. Mais quand je dis, il faut aussi que nous, on ait accès à l'école. L'école sert à ça, l'école de la République sert à ça, qu'on connaisse un peu l'histoire de notre pays et ce qui s'est passé, quoi. Alors bon, évidemment, voilà, je sais que toi, tu as une autre histoire, mais on a vraiment un gros travail, nous, voyageurs, à faire là-dessus. Puis là, avec les présidentielles, ça va pas rigoler. Mais c'est vrai pour les voyageurs, mais je retrouve cette même question, moi, dans nos quartiers populaires, hein, c'est pareil. On est exactement comme les autres, hein. On a les mêmes questions. L'abstention en ce moment, ça Bah concerne aussi les jeunes excédentaires. Il n'y a pas que les gens du voyage. Hein. Oui, malheureusement. La dernière question, qui n'est pas une question, juste revenir sur l'internement et la littérature pour rappeler le livre « N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures » de Paola Pigani, qui se passe à Palier, je crois. Allier. Salier. Non, pas Salier. Celui qui est à côté de Poitiers. Les Alliés, c'est à côté d'Angoulême. Ouais, c'est ça, c'est celui-là. Eh ben, merci pour la recommandation. Si plus personne n'a de questions, on va s'arrêter là. Merci à tous d'être venus. Et puis, faites la conclusion de tout ça, c'est qu'il y a encore vraiment beaucoup de choses à faire sur un petit peu tous les plans. Qu'on n'est pas assez nombreux pour tout faire, mais on essaie de faire au mieux, à la fois sensibiliser, faire connaître l'histoire, faire comprendre qui sont les gens du voyage, faire aussi en sorte que les voyageurs eux-mêmes comprennent les enjeux institutionnels qui les concernent. Voilà. On n'est pas sur la planche. Il y a du pain qui est tout frais là. Oui, alors justement, moi je retiens de cette rencontre de notre journée que je pense qu'on a des alliances à faire sur différents sujets, donc avec Pierrot sur Moidon. Voilà, c'est bien si tu prends un peu le relais avec Armand Châtelier, c'est bien. Voilà. Et puis les idées aussi d'écrire ensemble avec les associations au président de la communauté de communes. D'ailleurs, j'en profite pour le dire qu'on l'invite tous les ans. Voilà, on l'invite, hein, on respecte tout le protocole. Qui ne répondent pas, c'est son choix, je dirais, c'est son choix et son problème. Donc, voilà. Voilà. Merci à vous tous en tout cas. Et merci à vous. Et puis, merci à Laetitia, l'association, et à toutes les associations, là, Célia et Christine. Voilà, merci à elles d'avoir mené cette journée pour nous accueillir. Merci. Avec plaisir. Et je vous rappelle donc la commémoration qui aura lieu le 25 avril à 10h, je crois. Hein, non. 14h30. 14h30. 14h30 le 25 avril aux Forges de Moidon. Et il y aura un car qui part de... Il y aura un bus qu'on veut organiser pour aller à l'Arc de Triomphe chercher la flamme, s'il y en a qui veulent venir pour la ramener à Moidon le lendemain. Donc on est voyageurs. Hein.